Hey, salut tout le monde, ici Patrick Coulombe de HalloStats. Aujourd'hui, j'ai une vidéo un peu différente. J'aimerais faire une vraie analyse qu'il faut que je fasse. En fait, j'en ai plusieurs à faire aujourd'hui. Donc, on va faire calcul de moyenne. On va faire des analyses factorielles confirmatoires, des CFA. Ensuite, on va faire des modèles multiniveaux. Puis ces modèles de multiniveaux-là, ils vont avoir des interactions ou de la modération. Fait qu'il va falloir décomposer les interactions. Fait qu'on va tout faire ça. Juste pour vous montrer un peu, ça c'est les modèles qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Ce sont des modèles multiniveaux. Nos données, ce sont des employés qui viennent de plusieurs organisations différentes. Donc on a un premier modèle ici qui est assez simple. Pratique RH qui prédisent la perception de justice, mais on a cette relation-là qui est modérée par la différenciation RH. Fait que ce modèle-là est assez simple. Ensuite, on a un modèle très similaire, encore de la modération. Fait qu'on a différenciation RH qui prédit la perception de justice, l'engagement organisationnel et l'intention de quitter des employés. Puis ces relations-là peuvent être modérées par les attributions. En fait, il y a 3 sous-dimensions des attributions, mais on va sûrement en faire un seul facteur. Donc ça, c'est les modèles qu'il faut qu'on estime. Juste pour vous montrer les données, malheureusement, ce sont des données simulées ici. Mais c'est des vraies analyses qu'il faut que je fasse. Dans le fond, après avoir fait le code, je vais le rouler sur les vraies données. Pour l'instant, on travaille sur des données qui sont simulées parce que les données ne sont pas publiques. Mais ils ont ce format-là. Donc, dans ce cas-ci, on a ici un identifiant de l'entreprise pour chacun des employés. On a, je pense que j'ai simulé 55 différentes entreprises. On a le secteur de l'entreprise, peuvent venir du secteur du loisir. On a un peu plus bas métallurgie, secteur militaire, la vente, manufacturier et secteur médical. Donc on a 6 différents secteurs si je me souviens bien. Puis ensuite, chaque employé remplissait une série d'échelles. Donc premièrement, ici on a les pratiques RH. Ce sont tous des items, je pense, 0 à 6 ou 1 à 7. 0 à 6, je pense. L'engagement organisationnel ici, on a perception de justice, donc les items fair. Ici, c'est la différenciation RH, ideal. On a les attributions avec les 3 sous-échelles, les besoins, reward, c'est la reconnaissance, privilège, favoritisme. Puis ensuite, on a une échelle d'intention de quitter avec 4 items. Fait qu'ici, on va aller dans R, dans RStudio. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je me démarre un nouveau projet. Puis je vais y aller avec un dossier existant. Donc, il faut retrouver le dossier. Donc ici, on va faire, j'ai déjà nommé le dossier, mais ça va être des alphas de Cronbach, analyse factorielle, confirmatoire, multiniveau, modération. Donc, on va définir ça comme notre dossier de projet. Donc, on a un nouveau projet. Ici, on a accès à nos dossiers. Je viens de vous montrer les diagrammes des modèles qu'il faut qu'on fasse. Et on a les données simulées ici. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un nouveau dossier pour contenir notre code R. On va l'appeler R. Et ensuite, ici, on va se créer un nouveau script. Je vais l'enregistrer tout de suite. Je vais l'appeler syntaxe. Ça, en fait, ce code-là va être partagé avec la chercheuse qui m'a demandé de faire ces modèles-là. Ici, on va se faire une petite table des matières juste pour ne pas se perdre. Fait qu'ici, on va importer les packages. Ensuite, on va avoir les données. On va l'écrire en français. Charger les données. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va sûrement calcul des moyennes et... en fait, c'est l'ajout des variables composées, l'ajout des moyennes, le calcul des alphas de Cronbach. Ensuite, on va faire
analyse factorielle, confirmatoire. Ensuite, les modèles multiniveaux avec interaction. Oups, modèle multiniveau. Puis dans cette section-là, à un moment donné, il va falloir décomposer les interactions. Donc, ça devrait être pas mal ça. Les étapes qu'on a à suivre. Moi, évidemment, tous les packages qu'on a de besoin sont tous installés, sauf que la prof, probablement pas. Fait que ce qu'on va faire, c'est... on va les installer si nécessaire. Donc, on va avoir besoin... Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin de Lavane, ça c'est sûr, pour analyse factorielle. LME4 pour multiniveau, je me souviens plus si ça vient par défaut dans R, mais on peut l'installer. Je vais peser sur F1 ici pour avoir la documentation de la fonction. C'est juste pour checker si... ok, on peut en donner plusieurs à la fois. Fait que les packages qu'on va avoir besoin, c'est Lavane pour l'analyse factorielle. On va avoir besoin de LME4 pour les modèles multiniveaux. Quoi d'autre? Probablement charger les données, calculer les moyennes. Ok, on va commencer comme ça. Il y en a un autre que, lui, il faut qu'on installe depuis GitHub. Fait qu'on va utiliser le package remote. D'ailleurs, remote, si la prof l'a pas, va falloir l'installer. Fait qu'ici, on va avoir remote install GitHub. Ça va être le package gentleman. Ça va être pour installer pour calculer les moyennes, générer des variables composées, calculer les alphas de Cronbach. Puis en fait, on va lui installer aussi tidyverse. D'ailleurs, pour les graphiques, ça risque d'être nécessaire. Fait que tidyverse. Ensuite, on va les... Fait que ça, c'est l'installation. Je vais écrire installation. Ou installer les packages. Puis ensuite, on va importer les packages. Ou charger les packages en français. Charger les packages. Fait que là, on va y aller avec tidyverse en premier. Ensuite, gentleman pour les variables composées. Ah, puis aussi la décomposition d'interaction. Ensuite, on va y aller avec Lavane pour analyse factorielle et LME4 pour modèle multiniveau. Fait que moi, je ne roulerai pas cette commande-là ici qui installe les packages parce que moi, ils sont déjà installés. Mais je vais au moins les charger. Puis d'ailleurs, s'il y a un problème de package, on va le voir. Ok, Lavane et LME4, c'est beau. Charger les données. Fait que là, si on regarde dans notre répertoire, on a ici nos données sous format SPSS. C'est commun de les recevoir sous format SPSS. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais les enregistrer dans une nouvelle variable que je vais appeler DF. Pour charger un fichier SPSS, on a la librairie Haven. Ah, d'ailleurs, ça veut dire que la chercheuse va avoir besoin de Haven. Donc, Haven, et il y a une fonction read SPSS. Et là, comme on s'est créé un projet, on est déjà dans le bon répertoire. On a juste à lui dire... D'habitude, je me crée un dossier data, mais là, j'en aurai pas. Fait que je vais simplement écrire simulated. Je pense que je peux peser sur tab, oui. Employee data. Fait que ça, on va l'essayer, voir si ça roule. OK. Là, on va regarder de quoi ça a l'air. C'est pas un data frame, c'est un format tidyverse. 500 lignes que j'avais simulé, fait que ça a l'air correct. Les colonnes ont l'air correct aussi. On peut regarder c'est combien de nombre de colonnes avec la fonction ncol. 41, ça a de l'allure. On peut regarder les noms de colonnes avec la fonction names. Tout ça a l'air correct. Fait que juste pour éviter les problèmes plus tard, je vais le transformer en data frame pour éviter qu'il conserve son format que tidyverse aime, un table. Fait que là, si je refais dans la console DF, là, ça a un format un petit peu plus habituel, qui est plus amical avec la version de R. Donc là, on a chargé nos données dans R.
Fait que là, ici, il faut se créer des variables composées, calcul des alphas de Cronbach. On aurait pu inverser ces deux étapes-là, faire les analyses factorielles avant le calcul des moyennes. Mais bref, pour l'instant, on va calculer les moyennes. Fait qu'ici, je vais me faire une liste de variables composites à me créer. En français, c'est les variables composées, mais on va s'en permettre aujourd'hui. Fait qu'ici, si on retourne dans nos modèles, on a quand même plusieurs construits. Fait qu'on a les pratiques RH, perception de justice, différenciation RH. D'ailleurs, je l'ai mal écrit ici. Différenciation RH. On a les attributions, engagement organisationnel, intention de quitter. Fait que ce sont toutes des variables qu'il faut qu'on calcule la moyenne à partir d'items. Fait que premièrement, on a les pratiques RH. Je vais l'appeler en anglais HRP, juste parce que je pense que la conférence est en anglais. Et ici, on va donner la liste d'items, puis ensuite, on va utiliser cette liste-là pour calculer la moyenne des items. Fait que ça, c'est juste pour ne pas me perdre. Fait qu'ici, les items, ce sont PRH de 1 à 14. Fait que juste par simplicité, je vais simplement écrire 1, puis on va se rendre jusqu'à 14 ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il faut juste ajuster les noms. 2, 3, 4, 5. J'essaie de garder le code simple parce que, ultimement, c'est pas moi qui vais utiliser ce code-là. 10. Puis si on fait une petite erreur dans les noms de variables, on corrigera plus tard. 13 et 14, je pense que ça devrait être mes pratiques RH. Ensuite, on a l'engagement organisationnel. On peut l'appeler commit. Fait que ce sont les items commit 1, 2 et 3R. OK. Ensuite, perception de justice. Fait que ça, on va l'appeler fair. Puis ça va être les items fair 1 à 6, dont 2 qui ont été inversés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que ça, c'est 6R. 5, 4, 3, 2R. Ça, c'est la partie un petit peu plus plate de la job. Il faut juste faire la liste des variables, mais ensuite, on va rentrer dans des activités un peu plus le fun. Fait que là, on avait la variable de perception de justice. Ça, c'était différenciation RH. Je pense qu'en anglais, c'est comme ça. Ou je vais l'appeler diff HR. Par simplicité. Fait que ça, c'est les items ideal. Fait que c'est ideal 1, 2, 3. 1, 2 et 3. OK. Ensuite, on a les attributions. Pour l'instant, on va tout garder dans le même facteur, mais sauf que la chercheuse m'a indiqué que ça se peut qu'il y ait 2 facteurs ou 3. Mais pour l'instant, on va tout mettre... Je vais l'appeler attrib. Mais pour l'instant, on va tout mettre dans le même facteur. Fait que ça va être... OK, les noms sont un petit peu différents ici. On a 1, 2, 3. C'est 2, 3. Puis si on fait une erreur, on va s'en rendre compte plus tard. Fait qu'on ne stressera pas tout de suite. Ensuite, on a les rewards. C'est ici, on a 1, 2 et 3, je pense. Ouais, 1, 2 et 3. Et ensuite, on a privilège. Priv 1. Et là, je pense qu'on se rend jusqu'à 3, 2 et 3. OK, et je pense que le dernier qui nous reste, c'est l'intention de quitter. On va l'appeler... Je sais pas pourquoi ça s'appelle TOI, c'est peut-être le nom de l'échelle. Je vais l'appeler ITL, Intention to Leave. Un terme avec lequel je suis plus habitué. Fait que ça, c'est TOI 1 à 4.
2, 3 et 4. OK. Fait que là, on s'est créé une liste de variables. Oups. Peser sur Tab. Fait qu'on s'est créé une liste de variables. Fait que HRP, les pratiques RH, c'est de 1 à 14. L'engagement organisationnel, le commitment, c'est 1, 3. Perception de justice, différenciation RH, les attributions et l'intention de quitter. Fait que jusqu'à maintenant, ça a l'air correct. Mais on aura la chance de corriger s'il y a des erreurs. Bon, fait que là ensuite, on veut ajouter les moyennes de ces items-là à notre data frame. La raison pour laquelle j'ai chargé le package Gentleman, c'est qu'il y a une fonction pour le faire, puis il va nous donner les alphas de Cronbach en même temps. Fait que ce qu'on va faire, c'est on va prendre notre data frame et on va lui appliquer la fonction add composites du package Gentleman. Fait que ça dit, cette fonction-là ajoute des variables composées. Par défaut, c'est la moyenne. Fait que ça, c'est correct. Fait que les arguments, si je paye sur F1 ici, pour obtenir le fichier d'aide. Donc, premièrement, il nous faut notre data frame. Et ensuite, la map qui est sous ce format-là. C'est pour ça que je l'ai fait sous ce format-là. C'est simplement ma liste que je viens de me faire. Fait que le nouveau nom des variables composées, il va prendre le nom de la liste, de chaque item dans la liste. Puis il va utiliser, pour chacune des nouvelles variables, il va utiliser la liste des items qui correspond. Fait que si j'essaie ça, voir si ça roule. Fait qu'effectivement, ça l'a roulé. Les alphas de Cronbach sont vraiment pas si pires. Fait qu'il me les donne en ordre. Le output pourrait être mieux. Je vous rappelle, c'est des données simulées. Fait que, évidemment, mes vrais résultats, ça risque de différer un peu. Mais pour le moment, les alphas de Cronbach sont relativement bons. Fait que pour le premier HRP, on a 0.85. Le deuxième, 0.75. Perception de justice, le troisième, on a 0.72. Différenciation RH, 0.77. Attribution, on a 0.82, très bon. Et l'intention de quitter, on a 0.83. Fait que, a priori, ça me semble bon. Et maintenant, si on regarde les noms de colonnes dans notre data frame avec names, on devrait avoir des nouvelles variables, effectivement. Après nos derniers items, on a les moyennes. Puis on va regarder, juste pour s'assurer que c'est correct, si on utilise View ici, View DF, on a accès à nos données et à la fin, on devrait avoir nos moyennes pour chacune des personnes. Fait que ça me semble correct. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas trop de problèmes. Bon, fait que là, on est rendu où? On est rendu ici, calcul des moyennes. Ça, c'est fait, on a ajouté les moyennes. Normalement, on pourrait tout de suite procéder avec les modèles multiniveaux, décomposer les interactions, etc. Sauf que dans son domaine, les RH, souvent, on valide la mesure, chacune de ces variables composées-là, avec des analyses factorielles. Fait que la prof m'a demandé de générer du code pour faire des analyses factorielles sur ces mesures-là. Fait que ça, on va le faire. On va regarder aussi le fit, si le modèle fit bien. Donc, c'est pour ça qu'on avait chargé la librairie Lavans pour faire les analyses factorielles. Fait qu'ici, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Il faut le faire pour chacune de ces mesures-là. Tu sais, exemple, on va se faire CFA underscore HRP. Lavan, si vous le savez, ça fonctionne avec de la syntaxe. Il faut écrire la syntaxe de notre modèle. Fait qu'ici, on a un facteur qu'on peut appeler HRP. En fait, HRP, ça va poser problème parce que la variable existe déjà dans mon data frame. Fait que je vais l'appeler F pour facteur HRP. L'opérateur qu'il faut utiliser pour créer des variables latentes dans Lavan, c'est égal avec un tilde, la petite vague, et on indique la somme des items qui composent la variable latente. Fait que c'est 1 à PRH 1 à 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
La ligne va être longue, mais je pense qu'on peut pas faire la syntaxe sur plusieurs lignes. 3. Fait que c'est un gros facteur quand même. 14 items pour le même facteur. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. En fait, je pense que c'est tout ce qu'il nous faut pour la syntaxe du modèle. C'est juste un facteur avec 14 items. Ensuite, pour rouler ce modèle-là, on peut l'appeler... En fait, ici, il faudrait... Mais ouais, c'est parce qu'il faudrait que je me crée une autre variable pour enregistrer l'analyse. Je vais me créer une liste d'analyse ici. Je vais me créer une liste que je vais appeler CFA. Fait que là, ici, on a une liste de CFA. On a le modèle ici. Fait que je vais créer l'analyse CFA. Je vais l'enregistrer dans la liste que je viens de créer ici. Fait que celle pour HRP, ça va être la fonction CFA de la vanne. Le modèle, on va utiliser CFA HRP, qui est la syntaxe qu'on vient de créer. Notre data frame est stocké dans DF et je pense que ce sont les seules options qu'on aura de besoin ici. On va essayer de rouler. Ok, est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'ai roulé cette... Oui, c'est roulé. Ok, on va réessayer. Oups. Ça marche-tu? Ça marche pas? Ok, ça fonctionne. J'avais peut-être oublié d'initialiser la liste ici, je suis pas sûr. Fait qu'ensuite, une fois l'analyse factorielle roulée, on peut demander le résumé. Avec des petites options, notamment les indices de fit. Fait qu'on va y indiquer fit égale vrai. On va lui demander aussi possiblement la solution standardisée. Ainsi que les R carrés pour les items. Pas nécessaire, mais on peut quand même le demander. Les indices de fit, c'est plus essentiel un peu. Les R carrés, ça va nous aider à déterminer s'il y a des items qui fit moins. Déjà, d'habitude, comme règle du pouce, on se dit qu'il faudrait que 50% de la variance des items soit expliquée par le facteur. Ici, ce sont des données simulées, fait que c'est peut-être normal. Mais ici, je pense qu'on en a juste 2 qui respectent cette règle du pouce-là, qui ont plus que 50% de leur variance expliquée par le facteur. Fait que déjà, c'est pas très bon. Et effectivement, les indices de fit, mais ce sont des données simulées. Fait qu'avec chance, quand que je vais rouler le code sur les vraies données, ça va être un peu mieux. Mais si on regarde ici le CFI, d'habitude, on vise 0.90, puis peut-être même 0.95. Là, on est à 0.67, vraiment pas bon. TLI, même chose, on vise les mêmes cut-off, mais là, on est à 0.61, c'est pas bon. Ensuite, RMSEA, généralement, on vise en bas de 0.08, on va dire. Fait qu'on est bien au-delà de tout ça. SRMR, on vise peut-être 0.06. À la limite 0.08, mais là, on est au-dessus de ça aussi. On est à 0.1. Fait que bref, dans ce cas-ci, si ça avait été les vraies données, il aurait fallu qu'on change quelque chose. On aurait regardé quels items fonctionnent moins bien. Dans ce cas-ci, la plupart ne fonctionnent pas bien. Avec chance, c'est parce que ce sont des données simulées. Fait que c'est ça. Fait que pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Évidemment, en pratique, cette CFA-là n'a pas fonctionné. Ceci dit, je vous rappelle, on a calculé les alphas de Cronbach, puis pour celui-là, on avait un alpha de Cronbach de 0.85. Ça, c'est quelque chose qu'on observe souvent en pratique. C'est beaucoup plus facile d'obtenir un bon alpha de Cronbach que d'obtenir un bon fit dans une analyse factorielle confirmatoire. Mais bref, pour le moment, on a ajouté la variable composée et on a calculé l'alpha de Cronbach, puis là, on vient de calculer l'analyse factorielle pour cette variable-là. Je vais me faire des sous-menus ici. Fait que ici, je vais indiquer pour la prof que c'est HRP. Ensuite, on a l'engagement organisationnel. OK. Fait qu'on peut probablement
copier. Non, ok. Ben, ok, on peut le copier. Puis on va changer ici. On va écrire commit pour l'engagement. Ici, notre facteur, on va l'appeler. Ça n'a pas d'importance, c'est juste un libellé, mais on va l'appeler fcommit. Facteur commit. Ensuite, les items, évidemment, ce ne sont pas les bons. Les items sont commit 1, commit 2 et commit 3R. Si on fait des erreurs comme ça, c'est pas grave, on s'en rendrait compte un moment donné. Ici, on va l'enregistrer sous le nom de commit. Ici, notre modèle est stocké dans la variable CFA commit qu'il faut que je roule. Ok, ici, ça c'est un avertissement de tantôt ou... En tout cas, pour l'instant, on va continuer. Fait que là, j'utilise bien le bon modèle, c'est les mêmes données. Parfait. Et ici, je vais juste ajuster le nom de l'analyse. Encore une fois, on va regarder... Ah oui, vu qu'il y a juste 3 items, lui, le fit va être parfait. Fait que ça, c'est un exercice qui n'est pas très utile. Fait que ici, si on regarde, il y a 0 degré de liberté. Ça veut dire que on a estimé tous les chemins possibles. Notre matrice de corrélation entre ces 3 items-là est parfaitement reproduite par notre modèle. Fait que le fit est parfait. Qui carré, 0 degré de liberté. Le qui carré, c'est... et où le qui carré est ici? Qui carré, c'est 0. Fit parfait. CFI 1, TLI 1, tout ça c'est parfait. RMSA de 0, SRMR 0. Fait que ça, c'est pas utile. C'est parce qu'on a juste 3 items et une variable latente. Mais bref. Ensuite, on peut faire perception de justice. On va quand même copier. Puis on va changer. Fait qu'ici, plutôt que de faire l'engagement, on va faire perception de justice. On va l'appeler fair. Ici, on va l'appeler le facteur fair. Les items, ce sont eux autres séparés par des plus. Faut que j'enlève les guillemets. Ok, fait que là on a la syntaxe pour un nouveau facteur avec 6 items. Notre modèle, on va changer le nom ici, on va l'appeler fair. Fait que ça, et ensuite on va demander le résumé ou le output pour l'analyse factorielle. Fait que si on regarde, là encore une fois, l'exercice est plus ou moins intéressant parce que ce sont des données simulées. Mais si c'était des vraies données, on regarderait CFI déjà n'est pas satisfaisant, TLI pas satisfaisant, on vise 0.9 puis idéalement 0.95. RMSA, on vise 0.08, on est à bien au-delà de ça, 0.235. SRMR, on vise 0.06, peut-être 0.08, mais là on est à 0.12, 0.13. Si on regarde les items qui ont moins bien marché, ces 3-là, ces 4-là en fait, ont bien fonctionné, mais on en a 2 ici. Ce sont les 2 items qui ont été inversés, qui n'ont pas grand-chose en commun avec les autres items. Ça, c'est commun, soit dit en passant. C'est pas des vraies données dans ce cas-ci, mais c'est commun dans la vraie vie que les items inversés correspondent moins bien avec les items qui n'ont pas été inversés. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu fatigant avec les items inversés. Fait que dans ce cas-ci, c'est juste de la chance, mais on observe qu'il y a 2 items qui fonctionnent moins bien avec le reste des items. Puis dans ce cas-ci, ce sont les 2 items qui ont été inversés, Fair 2 et Fair 6. Bon, dans ce cas-ci, on fera rien pour le moment. On va continuer. Ensuite, on a un facteur différenciation RH. On va juste copier ça ici, puis on va changer les noms. Fait que si on a différenciation RH, CFA, on va l'appeler diff HR. On a un facteur ici, diff HR. Et les items sont ideal 1, 2, 3. Ideal 1 plus... Oups. CTRL-C, CTRL-V, 2 et 3. J'ai ajouté un dièse ici.
Fait que là, notre modèle devient ça. Lui, on va l'enregistrer sous le nom diff HR. Si je roule ça, et ensuite, on va demander le output de notre analyse factorielle. Ben encore une fois, le fit va être parfait parce qu'il y a juste 3 items, une variable attente. Fait que 0 degré de liberté, le fit va être parfait. Bon, le fit est parfait, les items, peut-être des ajustements à faire, mais on ne le saura pas via le fit. Fait que on peut passer au suivant. Attribution. On va se créer une petite section ici pour attribution. Ça, c'est le facteur que possiblement il y en a 2, possiblement il y en a 1, possiblement il y en a 3. Pour le moment, on va y aller avec 3. Non, pas avec 3, mais avec un seul facteur. Fait que ce sont tous ces items-là. Je vais les copier par simplicité. Fait que si on a un facteur qu'on va appeler attrib avec l'opérateur pour les variables attentes. Là, il faut juste que j'ajuste la syntaxe un peu parce que j'ai copié-collé. On met des plus entre les items qui appartiennent à la même variable attente. Ok, quelques petits ajustements à faire ici. Ok, je pense que ça devrait être correct. Ok, fait que là on a un facteur d'attribution. Ici, quand on va rouler la CFA, on va utiliser ce modèle-ci. On va enregistrer le résultat dans l'entrée attrib de notre liste CFA. Et maintenant qu'on a roulé l'analyse, on va demander la sortie. Bon, fait que si on regarde rapidement, on a un Kikori qui est significatif, 27 degrés de liberté. C'est très rare que le Kikori ne sera pas significatif. Ensuite, CFR, bon, vraiment très très bas. Ça, évidemment, c'est inacceptable en pratique. Avec chance, c'est parce que ce sont des données simulées. CFR est extrêmement loin de 0.95, TLA est extrêmement loin aussi, RMSEA 0.33, SRMR 0.23. Les R carrés, on voit que on a 3 items qui correspondent bien ensemble, puis effectivement, ce sont les 3 needs. Fait que peut-être qu'un facteur, ça représente pas très bien cette échelle-là. Peut-être qu'on serait mieux avec 2 ou 3. Je le saurai quand je roulerai l'analyse sur les vraies données. Ensuite, fait que là, on a fait attribution. Il nous manque simplement les 4 items ici. L'intention de quitter. Fait que on va faire ça tout de suite. Ici, on va l'appeler intention to leave. CFA intention to leave. Fait qu'on va se créer un facteur ici, intention to leave. C'était TOI 1 à 4. 1, 2, 3, 4. OK, fait qu'on a notre modèle ici, ITL, formé par ces 3 items-là. Ici, on va utiliser ce modèle-là pour rouler l'analyse. On va l'enregistrer dans une nouvelle entrée qui s'appelle ITL et ensuite, on va demander la sortie pour cette analyse-là. Fait qu'on va rouler l'analyse. Là, lui, le fit ne devrait pas être parfait. On a 2 degrés de liberté. CFR est très bon, TLA est très bon. Fait que dans ce cas-ci, si ça avait été des vraies données, ici, on aurait été super content. Bon, RMSEA, il est moins satisfaisant. L'intervalle de confiance est assez large, de 0.05 à 0.16. SRMR est très bas, fait que, en général, ça me semble très bon. Les R carrés sont relativement satisfaisants. On a un item ici qui a un petit peu moins que 50% de sa variance, qui est expliqué par le facteur, mais au global, ça me semble relativement correct. Fait que là, on a du code pour... je vais juste faire un petit peu d'espace ici. Installer les packages. Ensuite, on a chargé les packages. On a chargé nos données. On a transformé en data frame. Ici, on a ajouté des moyennes. Ensuite, on a calculé des analyses factorielles confirmatoires pour chacun de ces facteurs-là, juste pour s'assurer du bon fit. Et là, on est rendu dans les modèles multiniveaux. Fait comme j'ai dit,
tantôt, ici, on a plusieurs employés. Si on retourne à nos données, on a plusieurs employés par organisation. Fait qu'on veut tenir compte de cette dépendance-là entre nos observations. On veut tenir compte du fait que les employés partagent un environnement en commun, dans ce cas-ci, une organisation. Exemple, dans ce cas-ci, on a 18 employés qui viennent de l'organisation numéro 1. On en a plusieurs autres qui viennent de l'organisation numéro 2. Évidemment, une même organisation, tous les employés d'une même organisation relèvent du même secteur. Fait qu'on veut aussi contrôler pour le secteur dans nos analyses. Juste pour vous rappeler, le premier modèle qu'on va faire, c'est celui-là ici. Fait qu'on a des pratiques RH qui prédisent la perception de justice, mais on veut voir si la relation entre les pratiques RH et le sentiment de justice dépend de la différenciation RH. Fait qu'on a une modération ou une interaction ici. On a une variable modérateur qui vient modifier la relation entre les pratiques RH et la perception de justice. Fait que le premier modèle est assez simple. Si on retourne dans la syntaxe ici, fait que c'est là qu'on a besoin de la librairie LME4. LME4, ça contient les fonctions pour les modèles multiniveaux. Fait qu'ici, on va se faire une nouvelle liste d'analyse. Je vais l'appeler MLM pour en anglais, Multilevel Modeling. Fait qu'on se fait une liste. Notre premier modèle, comment est-ce que je pourrais faire ça? Fait qu'en fait, la syntaxe, ça va être relativement simple. On a 3 variables, dont 2 dépendantes qui interagissent ensemble, une variable dépendante. Fait que la syntaxe devrait être assez simple. Et peu importe si l'interaction va être significative ou pas, ce qu'on fera, c'est qu'on la décomposera comme si elle avait été significative. Fait qu'ici, on va se créer une nouvelle analyse. On va l'appeler modèle 1. La fonction qu'on va utiliser, c'est LMER, qui est la fonction qu'on utilise quand notre variable dépendante est numérique. Puis dans ce cas-ci, notre variable dépendante, qui est la perception de justice, c'est fair ici, c'est effectivement une variable numérique. Fait que si on veut prédire fair à partir de... On a dit que c'était nos pratiques RH, HRP plus différenciation RH plus l'interaction entre les pratiques RH et la différenciation RH. Les termes d'interaction dans R sont générés avec des 2 points qui séparent les 2 prédicteurs. On va lui spécifier, vu qu'on est dans un contexte multiniveau, il faut indiquer nos intercepts aléatoires, ils varient selon quelle variable. Ici, on a un identifiant de l'entreprise, CONU. Fait qu'on permet un intercept qui varie pour chaque entreprise. Ensuite, on a des options, notamment spécifier le data frame qu'on utilise. Fait qu'ici, c'est stocké dans notre variable DF. Puis par défaut, on utilise la méthode d'estimation Restricted Maximum Likelihood. Ça, c'est parfait, mais on va l'indiquer juste pour être explicite. Mais ça, c'est la configuration par défaut. Fait que juste pour vérifier, on a notre variable dépendante fair, les pratiques RH, la différenciation RH, on a l'interaction entre les deux et on tient compte de la dépendance entre nos observations en ajoutant un intercept aléatoire qui varie par entreprise. Fait que si on roule ça... ok, j'ai oublié d'initialiser la liste ici. Ok, c'est fait. Pour rouler, soit dit en passant, je fais CTRL-ENTER. Ok, fait que là, on a un modèle. On va regarder la sortie. Fait qu'ici... Ah oui, quelque chose de fatigant avec la librairie LME4, c'est qu'on n'a pas de test d'hypothèse. Fait que ce qu'on peut faire... c'est soit qu'on regarde la valeur T puis on l'interprète comme un test Z. Un test Z, c'est significatif à 1.96. Fait qu'exemple ici, HRP est significatif. Lui, il ne l'est pas. Et l'interaction ne l'est pas. Ceci dit, j'ai dit HRP est significatif, mais ça, c'est l'effet de HRP sur la perception de justice quand l'autre variable qui est impliquée dans l'interaction, c'est-à-dire
la différenciation RH vaut 0. Dans ce cas-ci, 0, c'est peut-être même pas une valeur possible sur l'échelle. Fait que ce qu'on va faire ici, il y a deux choses qu'il faut qu'on modifie à cette analyse-là. Premièrement, pour la chercheuse, on va essayer d'y mettre des valeurs P ici pour qu'elle puisse avoir un vrai test d'hypothèse. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va standardiser notre jeu de données pour que 0, ce soit en fait la moyenne de chacune des variables. Fait qu'on va centrer nos variables pour que 0 devienne la moyenne. Ici, si on retourne quand on charge nos données, d'habitude ici, je me crée une section préparation des données. Fait qu'ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un data frame DFZ qu'on va standardiser. Fait qu'ici, dans le package Gentleman, il y a une fonction standardize qui va standardiser notre jeu de données. Fait que si on fait ça, normalement, si on regarde de quoi il a l'air notre résultat DFZ, je l'appelle Z pour que je me rappelle que ce soit tous des scores standardisés. Bon, là, déjà, on se rend compte ici, on aurait dû le traiter comme un facteur. Secteur aussi, ça devrait être un facteur. Fait qu'on a de la préparation de données à faire ici. Mais là, toutes nos échelles ont toutes été standardisées. Au lieu d'avoir des 0, 1, 2, 3, 4, 5, là, on a des scores Z. Même chose ici, une fois les moyennes calculées. Fait que ce qu'on va faire... En fait, ouais, la préparation, j'aurais dû le faire après l'ajout des variables composées. Fait que ce qu'on peut faire, c'est ajouter les variables. Puis après l'ajout des variables, on peut standardiser. On va s'assurer de transformer en facteurs nos secteurs et le numéro d'entreprise. Fait que on va simplement transformer nos deux en facteurs. Fait qu'on va utiliser la fonction asFactor. Comme ça. Puis on va faire la même chose pour le secteur. Puis avec chance, ça va régler notre problème de standardisation. Parce que ça, ce ne sont pas des variables numériques. Même si ont été codées numériquement, on ne veut pas que ce soit traité comme des variables numériques. Fait que je vais juste reloader toutes mes données. Je vais réexécuter le code. Je vais ajouter les nouvelles moyennes. Et là, ici, on va réessayer la standardisation. D'après moi, ça devrait avoir mieux fonctionné. Fait qu'on va regarder de quoi ça a l'air. OK. Fait que là, effectivement, c'est pas apparent ici, mais là, on sait que ces deux variables-là sont traitées comme des facteurs. Fait que ça, c'est parfait. C'est ça qu'il nous faut. Puis d'ailleurs, je vais rerouler le modèle multiniveau pour m'assurer que c'était bien traité comme un facteur, mais ça devrait être correct. Fait que là, on a un jeu de données qui est standardisé. C'est le même jeu de données que notre DF, mais tout a été standardisé. Fait que ça veut dire que la moyenne, c'est 0 pour chacune de ces variables-là. L'écart type, c'est 1. OK. Fait que là, ça affecte pas nos CFA. On peut rerouler le modèle juste pour montrer. Premièrement, avant standardisation, l'interaction, normalement, ça devrait ressembler. Ouais, c'est ça. C'est tout pareil. Fait que ça, ces chiffres-là vont avoir changé, mais pas l'interaction. Moins 0.034, un T de 0.944. Si on regarde ici, l'interaction n'a pas changé. Ces chiffres-là, par contre, devraient avoir changé. Ça n'a pas changé. Ah, c'est à cause que j'ai oublié d'utiliser le jeu de données standardisé. OK. Fait que là, j'utilise DFZ. OK. L'interaction a changé un peu. Ça me surprend. OK, le test n'a pas changé. C'est bon. Fait que ça doit être à cause des écarts types. Par contre, ça ici, les tests vont avoir changé, mais ça, c'est à cause que on a une interaction ici entre ces deux prédicteurs-là. Fait qu'ici, exemple, l'effet de HRP, à chaque fois qu'on augmente HRP de 1, ça augmente la variable dépendante de 0.35. Mais ça, c'est quand l'autre variable est égale à 0. Tantôt, quand on était à 0, c'était une variable qui était possiblement même pas sur l'échelle. Ça existait possiblement même pas. C'était peut-être pas une valeur possible. Tandis que ici, maintenant qu'on a standardisé notre jeu de données, on se situe à la moyenne de cette variable-là. Fait que pour une valeur moyenne de différenciation RH, on observe un effet de 0.35 des pratiques RH. Puis l'interaction ici, qui n'est pas significative, ça pose la question, est-ce que cet effet-là qu'on observe quand le modérateur est moyen, est-ce que cet effet-là varie
quand que le modérateur est pas moyen. Quand le modérateur varie, est-ce que l'effet des pratiques RH est différent de 0.35? Dans ce cas-ci, c'est pas significatif, fait que non, c'est pas différent. Et là, il manque la partie où je voulais rajouter les valeurs P. Fait que pour ça, on va utiliser la librairie. Je pense que ça s'appelle LMER Test. On va l'essayer. Moi, c'est sûr, je l'ai déjà d'installer. LMER Test. Fait que voilà. Fait que je l'ai rajouté dans la liste des packages à installer pour la chercheuse. Moi, en attendant, je vais le loader. Je vais le charger. Et si je reroule, je pense que là, je devrais obtenir des tests d'hypothèse. Effectivement, j'ai des tests d'hypothèse avec des calculs de degrés de liberté. C'est ça que la librairie elle a fait dans le fond. Elle nous a permis le calcul des degrés de liberté. Fait que là, on voit que l'interaction n'est pas significative. La valeur P est 0.346. Et on a l'effet des pratiques RH quand le modérateur est moyen. C'est 0.35 et ça, c'est significatif. C'est un effet positif. Plus on augmente les pratiques RH, plus on augmente la perception de justice. Là, ici, l'interaction n'est pas significative, mais ce que je vais faire, c'est quand même décomposer l'interaction et regarder le graphique. Dans ce cas-ci, ça ne sera pas intéressant parce qu'il n'y a pas d'interaction, mais si ça l'avait été, il aurait fallu qu'on fasse cette étape-là. Fait qu'ici, on va utiliser une fonction du package Gentleman qui s'appelle Décompose interaction. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qu'on a besoin. Ici, je vais cliquer sur la fonction, puis je vais cliquer sur F1 pour obtenir la documentation. Fait que le modèle qu'on vient de rouler sur lequel on veut décomposer l'interaction, il est stocké ici dans MLM Argent Modèle 1. Nos données sont stockées dans ce cas-ci, c'était DFZ, notre data frame standardisé. Là, ici, il faut qu'on spécifie c'est quoi nos variables. Ça se peut que X1 et X2, souvent je me trompe. Au pire, on les inversera. Fait que X1, je vais écrire les pratiques RH. X2, je vais écrire mon modérateur. Ça se peut qu'il faille que je les inverse. Que je me souviens plus par cœur, là. Mais différenciation RH, ici, ça va être ma deuxième variable. Ensuite, il faut que je spécifie les valeurs pour lesquelles on veut obtenir des tests. Fait que ce qu'on va faire, c'est très commun. On va spécifier une valeur basse, moyenne et élevée pour chacune des variables. Fait qu'ici, comme ce sont des données des variables standardisées, on a juste à aller un écart type sous la moyenne, à la moyenne et un écart type au-dessus de la moyenne. Il faut faire la même chose pour la deuxième variable. Et je pense que c'est tout. Fait qu'on peut essayer de rouler ça, voir qu'est-ce qui arrive, puis au pire, on inversera laquelle est X1, laquelle est X2. Effectivement, je pense qu'il va falloir que je les inverse. Je dis ça parce que là, on a reçu un graphique et normalement, on met le modérateur dans différentes lignes. Mais là, on dirait que le modérateur a été mis sur l'axe des X et différentes lignes pour mon prédicteur focal. Ça, au pire, la chercheuse, elle pourra changer ou inverser l'ordre. Mais ici, je vais écrire que mon X2, c'est HRP. Puis mon X1, c'est différenciation RH. Juste pour inverser lequel est sur l'axe des X, lequel est en légende. Fait que si je reroule le code... fait qu'ici, c'est pour ça qu'on n'avait pas d'interaction. Ici, ce qu'on voit, c'est que quand on augmente les pratiques RH, fait qu'on se déplace de gauche à droite sur l'axe des X, on augmente notre valeur sur l'axe des Y, qui est la perception de justice. Puis nos trois lignes sont relativement parallèles, sont très semblables. Les trois sont assez à pic. Ils augmentent beaucoup à mesure qu'on augmente de gauche à droite. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas d'interaction. L'effet est similaire, peu importe si on se situe à la moyenne basse de différenciation RH, la ligne solide. La moyenne, ça c'est la ligne pointillée. Puis la ligne avec les gros pointillés, c'est une valeur élevée du modérateur, une valeur élevée de différenciation RH. Fait que peu importe si on se situe bas, moyen, élevé sur la différenciation RH, la ligne est positive, à pic. Fait qu'à mesure qu'on augmente les pratiques RH, on augmente la perception de justice, peu importe le niveau
de différenciation RH. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'interaction, c'est que la relation est similaire, peu importe le niveau du modérateur. Ici, quand on a utilisé la fonction décompose interaction, on a reçu plusieurs tests statistiques. Fait que premièrement, on a les pentes ici. Fait que dans le graphique, on voit que la ligne est un petit peu plus à pic, un petit peu plus abrupte quand qu'on regarde la ligne solide. Fait quand on est à une valeur faible du modérateur, fait qu'on se situe ici. La pente, en réalité, c'est 0,38. Puis on voit que ça devient un petit peu moins positif. Quand on est à une valeur moyenne, c'est 0,35. Une valeur élevée, on est à 0,32. Soit dit en passant, on va retrouver à la valeur moyenne, 0,356, on va la retrouver dans notre modèle. C'est cette valeur-là ici. Fait que notre modèle, il nous donne la pente, l'effet des pratiques RH quand le modérateur vaut 0. Puis nous, ce qu'on a fait ici, quand on a décomposé l'interaction, on y a dit c'est le fun d'avoir la valeur quand c'est 0, mais on aimerait ça aussi quand c'est obtenir la pente quand que le modérateur est faible et quand que le modérateur est élevé. Fait que là, on a ces pentes-là et on a un intervalle de confiance. Dans les 3 cas, les pentes sont positives, 0 n'est pas inclus dans l'intervalle. Fait que ce sont toutes des pentes qui sont significatives, positives. Ensuite, on a d'autres tests qui sont moins intéressants ici. Je vais vous laisser les consulter. Fait que là, on a fait... je pense qu'on a fait le premier modèle. Ouais, on a fait le premier modèle. Là, ce qui nous manque ici, c'est le modèle, le deuxième modèle qu'il va falloir tester une variable dépendante à la fois. Fait que dans le fond, le modèle est similaire. C'est encore une interaction. On a un prédicteur ici, différenciation RH. On a nos attributions. Ces deux-là interagissent ensemble pour prédire soit la justice, soit l'engagement organisationnel et soit l'intention de quitter. Fait que si on va faire notre modèle 2, ici dans le fond, on va modifier notre hiérarchie un peu. On va écrire modèle 1. Juste pour notre table des matières ici. Modèle 1, ensuite on va rajouter un niveau ici pour décomposer l'interaction. Et ici, on va faire modèle 2. Puis là, j'imagine que je vais me faire des niveaux inférieurs pour chacune des variables dépendantes. Fait qu'on avait justice, l'engagement et l'intention de quitter. Fait que justice, engagement et l'intention de quitter. Fait que s'il faut refaire un modèle avec... Ici, dans le fond, je vais repartir de ce code-là. Je vais peut-être juste enlever le niveau de décomposer les interactions parce que dans la table des matières, je ne peux pas mettre de niveau inférieur. Fait qu'ici, on va écrire modèle 2 et celui-là, ça va être justice. Modèle 2 justice, modèle 2 justice. Ensuite, c'est quoi nos variables? Fait qu'on avait différenciation RH et les attributions. Fait qu'ici, on va changer HRP pour attrib. Notre variable dépendante est correcte. Et là, ici, il faut attrib. Là, notre modérateur, soit dit en passant, selon la conceptualisation de ce modèle-là, c'est maintenant attribution. C'est plus différenciation RH. Fait qu'on va inverser. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici, on va retourner à X1, X2. Et ici, ça va être attrib. Fait que je pense que ça devrait être correct. On utilise notre jeu de données standardisé. Juste m'assurer que tout est beau. X1, OK. On va regarder de quoi ça a l'air déjà. Peut-être qu'on va se rendre compte d'une petite erreur. Fait qu'encore une fois, avec ces données simulées-là, l'interaction n'est pas significative. Ça, c'est l'effet des attributions pour une valeur moyenne des différenciations RH. Et parallèlement, ça, c'est l'effet des différenciations RH pour une valeur moyenne d'attribution. Fait que si on va quand même regarder le graphique, même s'il n'y a pas d'interaction, juste s'assurer que tout est beau pour la chercheuse. Encore une fois, ok, ben ici on le voit bien, les lignes sont vraiment très parallèles, fait que s'il n'y a définitivement pas d'interaction, peu importe si on a un niveau d'attribution
qui est bas, moyen ou élevé, notre pente est très très semblable. Puis en fait, cette pente-là, différenciation RH, celle qu'on a dans notre output du modèle, c'est celle-là ici, c'est pour la valeur 0. On va aller voir si elle est significative ou pas, mais il me semble qu'elle ne l'était pas. Différenciation RH 0.06. C'est pas significatif. Fait que dans le fond, ce que ça nous dit, c'est que différenciation RH n'a pas d'effet sur la perception de justice et que cet effet-là, qui n'est pas significatif, ne varie pas, peu importe le niveau d'attribution. Fait qu'on a nos pentes ici qui ont été sur le graphique et on remarque que les intervalles de confiance incluent toutes 0. On a un changement de signe ici quand on regarde l'intervalle de confiance. Fait qu'il n'y a aucune de ces pentes-là qui est significative. Fait que bref, différenciation RH n'a pas d'effet sur la perception de justice, peu importe le niveau d'attribution. Fait que là, on a fait le modèle pour justice. On peut faire le modèle pour l'engagement. Ici, je vais l'appeler commit. Ici, oups, je vais modèle 2 underscore commit. Ici, attrib. Fait qu'ici, il faut juste changer la variable dépendante. On l'avait appelé commit quand on a calculé nos moyennes. Fait que je pense que ça devrait être correct, ça. Si on regarde, ici, toujours pas d'interaction. On a encore un effet d'attribution, pas d'effet de RH. Puis, si on regarde le graphique, on a encore une fois dans le output ici, on a nos pentes individuelles, qui sont toutes pas significatives. Il y a un changement de signe, 0 est inclus dans les intervalles. Et si on regarde le graphique, en fait, c'est un des pires graphiques que j'ai jamais vu. C'est très, très, très plate à regarder. Fait que toutes des lignes horizontales, rien de significatif. Maintenant, si on passe au dernier modèle qu'il faut qu'on fasse, la variable dépendante qui est l'intention de quitter. Intention to leave. Intention to leave. Fait qu'ici, on a changé le nom du modèle. Voilà, on va l'exécuter. OK, là ici, on a un cas intéressant. Ça nous dit un petit avertissement qui n'est pas grave, mais ça nous dit singular fit. Puis je vais vous montrer pourquoi. C'est des données simulées. Fait que ça se peut qu'en pratique, ça arrive moins souvent, mais la raison, c'est que c'est ça ici. C'est la variance de l'intercept au niveau de l'entreprise qui a été estimée à 0. Ça veut juste dire que ici, on a tenu compte de la dépendance de nos observations au sein d'une même entreprise. Ceci dit, il n'y avait pas de variance à travers les entreprises. Fait qu'on aurait pu simplement faire de la régression linéaire au lieu de faire un modèle multiniveau. Mais il n'y a pas de coût à faire un modèle multiniveau. Cette librairie-là est bonne dans ce sens-là. Ça estime la variance à 0. Fait que ça, c'est correct. C'est pas un enjeu. On peut quand même regarder le output, l'effet de nos prédicteurs. Dans ce cas-ci, on n'a rien de significatif, incluant l'interaction. Puis si on regarde le graphique, ça risque d'être aussi plate que tantôt. Ah ben là, on a des lignes un petit peu plus négatives. Si on regarde, parce que ça, c'était pas significatif quand on a regardé l'effet à 0. Exemple ici, c'est un effet qui est un peu négatif, moins 0.07, mais c'est pas significatif. La valeur P est plus grande que 0.05. Mais si on regarde le output de décompose interaction, on a nos pentes ici. Moins 0.07, on le retrouve, c'est effectivement pas significatif. On regarde les deux autres, même si c'est un peu négatif, c'est un petit peu en dessous de 0. En réalité, les intervalles de confiance chevauchent 0. 0 est inclus dans les intervalles de confiance, on a un changement de signe. Donc le graphique est un petit peu moins plate que tantôt, mais ces lignes-là ne sont quand même pas significatives. On n'a pas d'effet de la différenciation RH sur l'intention de quitter, peu importe le niveau d'attribution. Donc voilà, je pense que ça complète l'analyse que je voulais faire aujourd'hui. Moi, dans le fond, il fallait que je crée ce code-là pour la chercheuse. Évidemment, il va falloir rerouler ce code-là sur les vraies données, mais en attendant, au moins, j'ai pu vous présenter comment je travaille un peu. Fait que si vous avez des questions, évidemment, ou des commentaires, même gênez-vous pas, il y a vidéo YouTube, vous pouvez laisser des commentaires en dessous. Sur le site de Allostats, au bas de la page, normalement, il devrait y avoir une place pour laisser des commentaires ou des questions. Fait que gênez-vous pas, n'hésitez pas.
Fait que juste pour récapituler un peu, dans ce code-là, on commence par installer les packages qu'on a de besoin. Ensuite, on les charge pour que R ait accès aux fonctions de chacun des packages. On a loadé, on a chargé nos données. Dans ce cas-ci, c'est un fichier SPSS. On l'a transformé en data frame simplement pour s'assurer qu'il y avait le bon format, que nos données avaient le bon format. Ensuite, on s'est créé une liste de facteurs avec les items qui correspondent. J'ai enregistré la liste dans une variable qui s'appelle composite, des variables composées en français. Ensuite, on a ajouté les moyennes d'items à notre data frame en utilisant la fonction addComposites du package Gentleman. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on prépare un peu nos données. On a transformé l'identifiant de compagnie en facteur. Même chose pour le secteur. Ah, j'ai oublié de contrôler pour le secteur. Fait que ça, je peux le changer tout de suite. Fait que je vais l'ajouter tout de suite après. On a transformé le secteur en facteur. On s'est créé un jeu de données complètement standardisé. Ça, c'est utile quand on a des interactions ou des modèles avec des modérations. C'est pour que les effets qu'on retrouve dans notre output puissent être interprétés comme étant l'effet quand le modérateur vaut 0, quand le modérateur est moyen, a une valeur moyenne. Sinon, 0, on dépend de l'échelle de nos questionnaires. Fait que quand on standardise, on s'assure que 0 a une valeur moyenne. Ensuite, on a fait des analyses factorielles confirmatoires. On voulait simplement regarder les indices de fit pour s'assurer que nos items allaient bien ensemble pour les combiner en un facteur. Fait qu'on a fait chaque facteur séparément. Ça, selon votre domaine, ça se peut que ce soit moins commun de faire ça. Mais bref, ici, la chercheuse m'a demandé de faire des analyses factorielles. Ensuite, on a fait les modèles multiniveaux. La façon de tenir compte de la dépendance dans nos observations, c'est d'ajouter un intercept qui varie selon l'organisation. Fait que c'est ça qu'on a fait ici dans notre syntaxe. Puis je vous rappelle, si on a une modération ou si on veut regarder l'interaction entre plusieurs prédicteurs, on rajoute un 2 points entre nos prédicteurs. Puis on a utilisé la fonction décompose interaction du package Gentleman pour obtenir un graphique et obtenir les pentes de nos prédicteurs quand le modérateur prend une autre valeur que la valeur moyenne. C'est-à-dire le modérateur est soit bas, soit élevé. Fait que là, avant de quitter, je me suis rappelé, j'ai oublié de contrôler pour le secteur. Fait qu'ici, dans nos formules, on va simplement rajouter le secteur. Je vais le faire tout de suite pour chacune de mes formules. Fait qu'ici, on rajoute le secteur. Ici, on rajoute le secteur. Je vais les rajouter avant les effets aléatoires, fait qu'avant les intercepts qui varient par organisation. Fait que si on regarde le output juste avant de se quitter, le reste du code peut rester pareil. Fait qu'ici, dans le fond, je vais partir à 9. Je vais me créer une nouvelle liste. Elle est vide. Le premier modèle. Ensuite, on regarde... bon, il y a des différences, il y a des grosses différences par secteur. L'interaction est encore pas significative. On peut obtenir encore une fois la décomposition de l'interaction. Fait que les pentes qui sont toutes positives comme tantôt. Mais là, on contrôle pour le secteur de l'organisation. On obtient un graphique très similaire. Même chose ici. Juste rerouler. On a un autre avertissement, Singular Fit. Ça, encore une fois, ça doit être parce qu'il n'y a pas de variation. Une fois qu'on tient compte du secteur, il n'y a pas de variation à travers les entreprises. Ça, c'est correct. C'est pas un problème. Puis ça, d'ailleurs, sûrement que ça arrive moins souvent avec des données qui ne sont pas simulées. Mais ça, vous allez le rencontrer en pratique. Puis c'est pas un problème avec la librairie LME4. Juste rerouler encore ce modèle-ci. Encore une fois, c'est des données simulées. Réobtenir le graphique et notre dernier modèle ici. Encore une fois, Singular Fit, ça risque d'être moins fréquent avec des vraies données, mais même si ça arrive, c'est pas grave. Si on décompose l'interaction. Alors voilà, fait que pour ma part, je pense que je suis prêt à soumettre ce code-là à la chercheuse et rouler le code sur les vraies données. En attendant, merci une fois de plus d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à laisser vos commentaires, vos questions, ou même vos idées pour les prochaines vidéos dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis bonne fin de journée. À bientôt.